À la une de ce journal, le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Dubaï où il a pris part à la conférence sur les changements climatiques de la COP28. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille supervise à Nouakchott une journée de réflexion centrée sur le thème « L'éducation des enfants handicapés en Mauritanie, réalité et perspectives ». Le délégué général de Taazour inaugure 2 établissements pédagogiques dans le Hod et Charqi. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a regagné Nouakchott ce mardi en provenance de Dubaï à l'issue d'une visite aux Émirats arabes unis où il a pris part à la conférence sur les changements climatiques de la COP28. Au cours de son séjour à Dubaï, le président de la République a eu plusieurs rencontres avec ses homologues chefs d'État, tout comme il a visité le pavillon de la Mauritanie dans l'exposition organisée en marge du sommet sur le climat. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a également assisté dans la capitale émirati, à côté de son Altesse Mohammed Ben Zayed, président de l'État des Émirats arabes unis, à la commémoration de la fête de l'Union. Le président de la République a supervisé également l'inauguration du siège de l'ambassade de Mauritanie à Abu Dhabi. Il était donc accompagné de la première dame, Dr Mariam Vadredda, ainsi que d'une importante délégation gouvernementale. Notre pays et le Tchad ont rendu public ce jour un communiqué conjoint dans lequel ils disent prendre acte de la décision des républiques sœurs du Burkina Faso et du Niger de quitter l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. Yed Ali Fall nous livre l'intégralité de ce communiqué conjoint. Depuis plus d'une décennie, notre sous-région fait face à une guerre. Un communiqué donc parcouru par Yed Ali Fall. Symétrique, transfrontalière, aussi grave que dramatique. Dans un contexte d'inquiétude réelle et de violence nourrie, nos pays frères et amis, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, ont créé le 15 janvier 2014 à Nouakchott le G5 Sahel pour relever solidairement le double défi de la sécurité et du développement qui menaçait gravement la stabilité de la sous-région. L'ambition de notre jeune organisation s'articulait autour d'un triptyque stratégique, le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région du Sahel, la protection des populations civiles et la promotion du développement économique et social. À cet effet, plusieurs initiatives ont été enclenchées pour l'atteinte de 3 objectifs stratégiques sus-indiqués. La force conjointe du G5 Sahel, FCG5S, chargée de lutter contre les groupes armés terroristes et ceux des crimes organisés. Le programme de coopération transfrontalière, PCT, visant à renforcer la coopération entre les pays du Sahel dans le domaine de la sécurité, de la justice, de la santé et du développement. Le Centre régional de formation de lutte contre le terrorisme, CRFLT, dont l'objectif est de former les forces de sécurité des pays du Sahel à la lutte contre le terrorisme. Le Collège de défense, véritable école de guerre transnationale dédiée à la formation des cadres supérieurs des forces armées. Depuis l'annonce, en mai 2022, de la décision de la République sœur du Mali de se retirer des instances de notre organisation, nous n'avons ménagé aucun effort pour surmonter la crise engendrée par cette situation et donner corps à un cadre de coopération exemplaire. Le 1er décembre 2023, les républiques sœurs du Burkina Faso et du Niger ont décidé du retrait de leur pays de l'ensemble des instances et organes du G5 Sahel, y compris la force conjointe. La République islamique de Mauritanie et la République du Tchad prennent acte et respectent la décision souveraine des républiques sœurs du Burkina Faso et du Niger. À cet effet,
les gouvernements de la République islamique de Mauritanie, pays assurant la présidence en exercice du G5 Sahel et de la République du Tchad, membres de cette organisation, tout en réaffirmant leur attachement aux idéaux de l'intégration régionale, africaine et aux objectifs du G5 Sahel qui, malgré les difficultés et les différentes contingences, aura servi de mécanisme pertinent et d'instrument efficace de coopération entre les forces armées et de sécurité de la sous-région. Mettront en œuvre toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de la Convention portant création du G5 Sahel, notamment en son article 20. Cependant, la République islamique de Mauritanie et la République du Tchad entendent poursuivre leurs efforts avec tous les pays du Sahel pour relever les défis auxquels la région est confrontée. Les deux pays saisissent cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant au G5 Sahel et à ses États membres, fait à Nouakchott et à N'Djamena le 6 décembre 2023. Pour la République islamique de Mauritanie, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Pour la République du Tchad, son Excellence le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, président de transition, chef de l'État. Après Rosso, c'est au tour de l'administration territoriale de l'ADRA d'accueillir le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine a rencontré hier à Attar les autorités administratives des wilayas de l'Adrar, mais aussi leurs collègues d'Arlet Nouadhibou, du Tagan, du Tiret-Zemour et de l'Inchiri. L'occasion pour le ministre d'insister sur l'importance de mettre l'accent sur l'investissement au service du pays et sur la motivation du fonctionnaire afin à faire les sacrifices nécessaires. Aujourd'hui, ou du moins ajoutant que l'action de son département vise l'amélioration des conditions des autorités administratives, matériellement et moralement, afin qu'elles puissent s'acquitter convenablement de leur mission. Il a exhorté ses interlocuteurs de traduire dans les faits les orientations du président de la République dans le but d'assurer la réalisation d'un développement régional harmonieux et réussi. Le ministre a également invité les autorités administratives à redoubler d'efforts pour sensibiliser les citoyens à une participation à la réussite du projet de l'école républicaine et sur la nécessité de se faire recenser sur le registre de l'état civil avant de répondre aux intervenants. Ici à Nouakchott, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, en partenariat avec la Générale Banque de Mauritanie, a organisé une journée de réflexion autour du thème « L'éducation des enfants handicapés à Mauritanie, réalité et perspective ». Savia Mentetaha, la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, qui a présidé la rencontre, en présence de certains de ses collègues, a affirmé que son département tient à ce que chaque enfant mauritanien handicapé bénéficie de l'éducation qui lui convient. Maïmouna Allo y était donc et nous suivons son reçu. L'éducation des enfants en situation d'handicap à Mauritanie, réalité et perspective est le thème choisi par le Centre de formation et de promotion sociale de l'enfant en situation d'handicap. Cette journée de réflexion qui rentre dans le cadre de la Journée mondiale des enfants en situation d'handicap est placée sous la supervision directe de Madame la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Savia Mentetaha, qui soutient que l'éducation des enfants vivant avec un handicap est considérée comme l'un des principaux engagements sociaux du président M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani et l'une des priorités du gouvernement du Premier ministre Mohamed Ould Bilal de Messoud. Cette frange de notre population doit bénéficier d'une éducation, ce qui lui permet de réussir une vie sociale et économique intégrée. Au niveau du MAZEP, cette politique constitue l'un de nos axes principaux. C'est dans ce cadre que nous allons lancer sur l'ensemble du territoire national une campagne de sensibilisation dans ce sens, a annoncé Madame la ministre. Seydou Sarr, responsable de la formation professionnelle au sein du centre, nous aborde la portée de cette journée. C'est une journée très importante. C'est vrai qu'il y a eu des expériences dans le passé pour l'enseignement, l'éducation, la prise en charge des personnes handicapées, mais il n'y a jamais eu de réflexion par rapport à la stratégie, la meilleure stratégie, la meilleure approche pour l'éducation des enfants en situation d'handicap. Voilà donc l'opportunité aujourd'hui qui nous est donnée pour discuter, pour parler de la prise en charge, de l'éducation des enfants en situation de handicap, surtout particulièrement en Mauritanie.
Rouane Bousso, étudiante à l'université, quant à elle, se réjouit de cette rencontre. Cette journée est très importante pour moi. C'est la journée donc on peut avoir nos droits sur les sociétés et tout. Bon, voilà, c'est très intéressant pour moi. Des recommandations ont été faites par les concernés dans le sens d'impacter positivement la vie des personnes en situation de handicap. Hier, la ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille a présidé à Kermassel le démarrage d'une formation sur la formation des produits, sur la transformation des produits laitiers au profit de 20 femmes de cette commune. Elle en a profité pour exhorter au travail productif, au rejet de la dépendance et à l'intensification des efforts pour atteindre l'autosuffisance et mettre en œuvre des projets générateurs de revenus avant de tenir une réunion avec les femmes de Kermassel au cours de laquelle elle a écouté les problèmes qui lui ont été soulevés, engageant à rechercher des solutions appropriées dans les meilleurs délais. L'actualité à l'Assemblée nationale reste marquée au niveau de la Commission des finances par l'examen des budgets des départements ministériels pour l'année 2024. Ce mardi, la Commission a planché sur celui du ministère de la Défense nationale qui s'élève à plus d'1,5 milliard MRU. La Commission a suivi un exposé du ministre de la Défense nationale, Hanan Ould-Sidi, dans lequel il a passé en revue les chapitres de ce budget et ses divers domaines de dépenses. La même commission a examiné hier soir le budget du ministère des Pêches et de l'Économie maritime en présence de son ministre Mokhtar Ousseynou Lam. Ce dernier a passé en revue devant les membres de la commission les différents chapitres du budget alloué à son département au titre de l'année 2024 et qui se chiffre à plus d'1,5 milliard nouvelles ouguiyas. Direction à présent les confins du Hod Sharqi, Bassiknou plus précisément, qui vient d'être doté d'un lycée fraîchement construit par la délégation Tazour. L'édifice a été d'ailleurs inauguré par le délégué général de Tazour, Hamoud Ould Mohamed, qui a par la même occasion promis des bourses aux élèves issus de milieux pauvres. Ici, Mohamed Khatat. Poursuivant sa tournée de 8 jours dans la wilaya du Hod Sharqi, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Tazour, M. Hamoud Ould Mohamed, a inauguré ce matin, du 3e jour de sa visite, un lycée dans la commune de Bassiknou. L'établissement secondaire comprend 8 salles de classe, des logements pour le directeur, des salles d'art, un laboratoire et des salles informatiques au profit de 1140 élèves de la ville. M. Hamoud Ould Mohamed, qui a promis des bourses d'études pour les élèves des catégories vulnérables, en particulier dans les zones reculées, afin de poursuivre leurs études, a précisé que, conformément aux directives du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, des machines de broyage seront livrées, en plus de 10 tonnes de blé et un congélateur fonctionnant à l'énergie solaire. Il a également promis de transmettre aux services concernés les doléances posées, notamment celle du maire relative à l'eau potable. Le délégué général a évoqué le volet Shade du programme du président de la République qui a permis la création du regroupement et son école de 6 classes, un logement pour le directeur et une loge pour le gardien, ainsi qu'une direction et une cantine. Le tout construit, dit-il, sur une superficie de 8100 mètres carrés pour accueillir 252 élèves, dont 118 filles. Il a ajouté que les élèves du primaire qui réussiront seront accompagnés dans leur transfert vers la Muqata'a ou à Mourj pour leurs études dans le secondaire, de même que les familles qui prennent l'enseignement. Cela, dit-il, dans le souci d'encourager l'éducation. Par la suite, le délégué général a inauguré une école primaire dans les regroupements des localités de Moulouz, de même qu'il s'est rendu sur le chantier de construction de l'école de Koulbe avant de visiter le projet d'Ari pour les logements sociaux qui seront livrés sous peu.
Retour à Nouakchott où le groupe de travail financier de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord a effectué ce matin une visite à l'exposition culturelle islamique au service de la diplomatie organisée par l'Académie diplomatique. La délégation dont le séjour dans notre pays s'inscrit dans le cadre des festivités Nouakchott, capitale de la culture islamique, s'est informée sur l'histoire de la monnaie nationale l'Ouguiya, ses impressions antérieures et actuelles, en plus de certaines monnaies de pays arabes et islamiques. Nous allons nous rendre à présent à Vderik dans la wilaya du Tirezemour. C'est là où l'Observatoire national des droits de la femme et de la fille vient d'organiser une réunion de sensibilisation autour de la feuille de route du projet de lutte contre la violence basée sur le genre. Moussa Ndiaye. Cette campagne de sensibilisation est organisée à Vderik dans la wilaya du Tirezemour par l'Observatoire national des droits des femmes et des filles sous la supervision des autorités locales. L'objectif est d'expliquer aux habitants de toutes les localités concernées l'importance de ce projet Al-Karama qui répond aux normes, principes et exigences de la charia al-islamia. Madame Mahla bint Ahmed Talebna, présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, a passé en revue dans son intervention les différentes formes de violence que subissent certaines femmes. Elle a précisé que le projet de loi Al-Karama est en conformité avec la charia et que toutes les dispositions seront prises pour que les articles et contenus de ce projet de loi préservent l'intérêt de la société et de la religion. De son côté, le wali de Tirezemour, M. Mohamed Al-Mukhtar Oul-Abdi, a déclaré que cette campagne de sensibilisation vient renforcer les efforts des différentes parties concernées par la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Le maire de Vderik, M. Anne Hamad Sall, a souligné que cette campagne de sensibilisation est une occasion pour les habitants de sa commune de s'informer et de s'impliquer davantage pour mieux comprendre le contenu du projet de loi Al-Karama. Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants ont pris la parole pour défendre leur position en rassurant que toute disposition prise au profit des femmes ne fait que renforcer la cohésion sociale et la protection de leurs droits en Mauritanie. En marge de la campagne de sensibilisation et de plaidoyer pour l'avant-projet de loi Al-Karama dans la wilaya de Tirezemour, Mme Mahla bint Ahmed Talebna, présidente de l'Observation nationale des droits des femmes et des filles, a rendu visite à une famille au quartier de Michrou, à Zoirat, pour présenter ses condoléances. L'actualité est marquée par ailleurs ce jour à Nouakchott par la cérémonie organisée par l'Agence nationale de recherche géologique et du patrimoine minier à l'occasion de la restitution des résultats des projets de l'Institut allemand. Ces résultats entrent dans le cadre du programme d'appui au secteur des industries extractives dans notre pays. Bokar Baylaba. Le programme du projet s'est concentré sur l'application des méthodes d'exploration selon les normes internationales, l'amélioration de la qualité du travail des laboratoires de géochimie et de minéralogie, ainsi que l'amélioration des compétences en matière d'utilisation des systèmes d'information géographique. Et dans son intervention, le conseil technique chargé de combustibles raffinés, Mohamed Mahmoud Abdelaziz, a affirmé que la Mauritanie a créé un climat favorable pour attirer les investissements dans les domaines miniers grâce à un cadre juridique attractif. Ainsi, l'Agence nationale de recherche géologique et des propriétés minérales s'affirme comme un prestataire de services au profit des opérateurs miniers des secteurs publics et privés, nationaux et étrangers, à travers la mise à leur disposition de géologues et de prospecteurs qualifiés. En conformité avec sa mission, l'ANARPAM a entrepris dès sa création
de réaliser plusieurs projets de recherche et entrepris en même temps, un effort considérable pour la recyclation, pour s'inscrire dans sa véritable dimension d'outil de développement et de promotion du secteur minier. Parallèlement à ces campagnes de prospection, l'ANARPAM n'a eu de cesse d'améliorer ses moyens humains et matériels, en menant cette action sur deux fronts, celui de la formation permanente du personnel et le recrutement continu de nouvelles compétences d'une part, et celui du développement des outils de mesure et de recherche d'autre part. Ces divers projets ont permis une conscience toujours plus accrue du sous-sol national et des potentialités qu'il recèle. Aujourd'hui, grâce à Allah, plusieurs centaines d'indices miniers ont été répertoriés puis étudiés. Des cartes géologiques éditées, des mines découvertes et des mises en exploitation. Ainsi, l'Allemagne a exprimé sa disponibilité à renforcer sa coopération avec notre pays dans le domaine minier, notamment dans le secteur des industries extractives non métalliques. Le projet a déjà pu poser des bases importantes dans ce domaine et faire de grands progrès dans certains secteurs, mais il reste encore une marge de progression. Dans le laboratoire, le défi réside en particulier dans l'entretien des appareils de laboratoire et dans l'équipement correspondant. Ces deux éléments sont nécessaires pour pouvoir utiliser les appareils de manière professionnelle à long terme. Mais ces quelques défis ne sauraient pas réduire les énormes progrès obtenus au fil des années par la fructueuse coopération entre l'ANARPAM et le BGR. Son plus grand succès est sans doute l'acquisition d'une licence d'exploitation pour le projet de Kaolin à Assi Abiad. Un investisseur mauritanien a acquis la licence d'exploitation en 2022 et prévoit d'extraire environ 100 000 tonnes de kaolin par an. Du côté mauritanien, l'exploitation du kaolin devrait créer jusqu'à 300 emplois directs et indirects. Le responsable de la coopération à l'Institut allemand de géosciences et des ressources naturelles et le responsable à la coopération internationale ont loué la tenue de cette rencontre. Ils ont en outre souligné que le programme a permis de fournir une base importante de données dans le domaine minéralier et réaliser des progrès significatifs dans certains secteurs. L'assistance a eu droit à la présentation d'un exposé sur les résultats du programme d'appui au secteur des industries extractives. Par ailleurs, la délégation s'est informée des moyens logistiques mis en œuvre pour mener à bien les activités liées aux méthodes d'exploration, l'amélioration de la qualité du travail dans le domaine de la géochimie et de minéralogie, ainsi que l'utilisation des systèmes d'information géographique, entre autres. Et on referme ce journal par cette nouvelle qui suscite l'espoir. Dans 481 villages des wilayas du Trarza, Brakna, Gorgol, Guidimara et Assaba, la Société nationale d'électricité Somelec et la CEDEAO œuvrent en effet à l'exécution d'ici la fin de l'année prochaine d'un projet d'électrification de ces villages grâce à un financement de 90 millions de dollars de la Banque mondiale. Ce matin, les deux partenaires ont discuté dans le cadre d'un atelier les modalités de mise en œuvre de ce projet. Moussa Ndiaye y était pour nous. Au programme de cette rencontre du comité de pilotage du projet régional d'accès à l'électricité et des technologies de stockage d'énergie par batterie BEST, on note le bilan des activités du projet jusqu'au 30 octobre 2023. Discussion et orientation stratégique, plan de travail et budget de l'année 2024. Cette rencontre de Nouakchott a connu une participation remarquable. Ce projet revêt d'une importance capitale à la fois pour notre pays en tant que Mauritanie, mais aussi pour l'ensemble de la région, la sous-région. Les populations nous attendent. Nous devrons davantage améliorer notre rendement pour arriver à satisfaire les besoins des populations qui nous attendent. À cet effet, nous pensons qu'au cours de cette réunion de comité de pilotage, nous allons examiner l'ensemble des obstacles et défis que nous rencontrons au quotidien dans le cadre de la gestion de ce projet et de sa mise en œuvre. Nous tenons bien sûr à féliciter la CEDEAO et l'unité de gestion et la direction pour le travail qu'ils fournissent
pour essayer d'accélérer le processus de mise en œuvre. Mais comme a dit M. le directeur, nous devrons travailler en équipe et c'est uniquement en équipe que nous allons gagner le pari. Avant la rencontre de Nouakchott de ce 5 décembre 2023, les parties concernées par le projet régional d'accès et de technologie de stockage par batterie avaient déjà travaillé en équipe pour faire ces projets un exemple pour tous. Je voudrais avant tout propos traduire la reconnaissance de la Commission de la CEDEAO aux autorités de la Mauritanie pour leur coopération exemplaire avec la Commission de la CEDEAO dans la conception et la mise en œuvre des projets régionaux. Depuis le début de la préparation du projet BEST, nous avons travaillé en équipe avec tous les États partis au projet. Nous avons travaillé en équipe entre les États de la Commission entre les États de la CEDEAO, la Commission de la CEDEAO et la Mauritanie. Nous avons travaillé ensemble comme en famille, car nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans un ensemble de pays voisins frappés par les mêmes problèmes, des pays connaissant des situations comparables avec des populations qui vivent les mêmes réalités, les mêmes difficultés, avec un faible taux d'accès à l'électricité par exemple. En prévision, on constate que plus de 481 villages mauritaniens bénéficieront de ce projet régional dans le wilaya d'Itrarza, Brakna, Gorgol, Guidimara et Lassaba sur financement de la Banque mondiale. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. Le président de la République regagne Nouakchott en provenance de Dubaï, où il a pris part à la conférence sur les changements climatiques de la COP 28. La ministre de l'Action sociale, de l'Enfance et de la Famille supervise à Nouakchott une journée de réflexion centrée sur le thème « L'éducation des enfants handicapés en Mauritanie, réalité et perspectives ». Le délégué général de Taazour inaugure des établissements pédagogiques dans le Hod et Charqi. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.